Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Tech Care sur la chaîne Mieux. Alors aujourd'hui un programme chargé, vous allez le voir, 3 innovations qui repoussent les limites de ce qu'on pensait possible. Tout d'abord, repousser les limites de la vie. Ce sera la chronique de Lily Zalkin qui nous parlera de cet utérus artificiel pour les enfants prématurés. Puis repousser les limites du cœur avec une entreprise que j'accueille, Fine Art, sur ce plateau qui nous présentera une mini-pompe cardiaque directement à l'intérieur du cœur, capable de prolonger son fonctionnement chez des gens atteints d'insuffisance cardiaque. Et enfin, repousser les limites de ce que peut voir le chirurgien avec, vous allez le découvrir, une première mondiale qui a été faite de chirurgie d'un cancer du rein en réalité augmentée. C'est un professeur de néphrologie de Bordeaux qui nous en parlera dans quelques minutes. C'est parti pour cette édition. Bonjour Lily. Bonjour Olivier. Alors, un des stages les plus difficiles que j'ai fait pendant mes études de médecine, c'était en réanimation néonate. C'est quand les enfants naissent trop tôt, qu'ils sont prématurés, parfois après seulement 20 ou 24 ou 25 semaines de vie. Ce qui veut dire que leurs poumons, généralement, n'ont pas fini leur maturation, Ouais, le c'est cerveau pareil. Et puis, on va mettre ces petits nouveau-nés dans des couveuses, etc. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de ce que préparent des chercheurs qui ont découvert une nouvelle piste pour éviter ces drames humains. C'est ça, justement, l'objectif, c'est d'aider les bébés nés extrêmement prématurément à poursuivre leur développement comme s'ils étaient encore dans le ventre de leur mère. Donc on a plusieurs projets qui sont en cours à travers le monde et l'un des plus avancés se trouve aux Pays-Bas. Pour ça, donc, les chercheurs développent ce qu'on appelle un utérus artificiel, en gros un dispositif capable de reproduire au plus près les conditions du ventre maternel. Et on parle de situations très critiques, des bébés nés donc avant 24 semaines de grossesse, alors que leurs poumons et leur cerveau, vous l'avez dit, ne sont pas encore assez développés pour pouvoir vivre à l'extérieur. Et à ce stade, le taux de mortalité reste proche de 80%. Et oui. Et alors concrètement, à quoi ça ressemble un utérus artificiel ? Alors concrètement, imaginez une grande poche transparente remplie d'un liquide qui imite le liquide amniotique. Le bébé y est plongé comme s'il était encore dans le ventre de sa mère. Son cordon ombilical reste connecté à un placenta artificiel qui lui apporte de l'oxygène et des nutriments. Et certains dispositifs vont même plus loin. Ils cherchent à reproduire les sons, les vibrations ou les battements du cœur de la mère pour recréer un environnement qui serait le plus proche possible de celui de la grossesse. Et un autre point essentiel, pour arriver dans cette poche, le bébé est extrait de la mère par césarienne et il ne doit jamais respirer d'air car à ce stade de développement, ses poumons ne sont pas prêts. Donc l'objectif, c'est de le transférer directement dans cette poche qui est remplie de liquide et pour que du coup, ses poumons puissent poursuivre leur maturation pendant plusieurs semaines comme si la grossesse continuait. Et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de ces dispositifs ? Parce que les techniques actuelles de réanimation néonatale sont encore limitées. Aujourd'hui, on utilise souvent des respirateurs artificiels pour aider ces grands prématurés à survivre. Mais sur des organismes aussi fragiles, ça peut entraîner des lésions pulmonaires ou parfois des complications neurologiques. L'idée de l'utérus artificiel, c'est justement d'éviter ce choc en laissant les poumons continuer à se développer dans un environnement liquide comme pendant une grossesse normale. Alors vous avez parlé de projet, mais est-ce que ça existe déjà ? Quand est-ce qu'on pourrait disposer de cette innovation chez nous ? Alors les premières recherches, elles remontent à 2017. C'est une équipe aux États-Unis du Children's Hospital of Philadelphia qui a réussi à maintenir en vie pendant plusieurs semaines des fœtus d'agneaux dans un dispositif assez similaire. Et en fait, ils ont vu que leurs organes ont continué à se développer normalement. Depuis, il y a plusieurs équipes qui continuent les travaux. Aux Pays-Bas, par exemple, on a le projet AquaWomb qui cherche à adapter cette technologie à l'humain et on est encore sur des phases vraiment précliniques, mais c'est l'un des programmes le plus avancés au monde. On a aussi des chercheurs qui travaillent sur le sujet en Australie, au Japon et la Chine, elle, va carrément plus loin. Certains laboratoires parlent d'implanter ces systèmes dans l'abdomen de robots. Donc là, on est encore sur de la science-fiction, mais on voit jusqu'où certains sont prêts à aller. Mais est-ce qu'on ne simplifie pas justement un peu la complexité de la grossesse en allant imaginer qu'une machine pourrait faire la même chose, pourrait la reproduire ? C'est justement l'un des grands débats parce qu'une grossesse, ça ne se résume pas simplement à des paramètres physiologiques qu'on peut régler, la température, l'oxygène, les nutriments, avec un algorithme qui viendrait surveiller tout ça. Il y a des mécanismes hormonaux qui sont bien plus complexes et dont on n'a pas encore tout compris aujourd'hui. Donc la question, c'est de savoir jusqu'où une machine peut réellement reproduire cet environnement.
Est-ce que certains ne verraient pas dans cette technologie le moyen d'aller vers des choses encore plus radicales, peut-être? On l'a vu avec la Chine, certains pensent que cette technologie pourrait à terme bouleverser notre rapport à la maternité. Ça pourrait être présenté comme une piste pour les femmes qui ne peuvent pas porter d'enfants, voire une manière de dissocier complètement la grossesse du corps féminin. Mais il reste énormément d'inconnus, c'est des projets qui ne sont pas encore à terme et on ne sait pas encore quels pourraient être les effets sur le développement physique ou neurologique des enfants qui sont concernés. Au fond, on retrouve ici un débat qu'on a déjà eu dans cette émission, en parlant des neurotechnologies par exemple. C'est la frontière parfois un peu ténue entre ce qui est du domaine de la réparation et ce qui est du domaine de l'augmentation. Et moi, à titre personnel, je suis très favorable à ce qu'on puisse trouver le moyen de prolonger la croissance d'un fœtus né trop tôt pour des raisons accidentelles en général, mais pas forcément effectivement pour qu'on aille remplacer la maternité par des robots et des machines. C'est en fait la question jusqu'où on est prêt à aller pour sauver une vie. C'est ça, jusqu'où on est prêt à aller quand on a de telles prouesses médicales. Mais c'est vrai que ça peut représenter une chance pour des bébés qui aujourd'hui ont très peu de chances de survie. Comme avec les grandes innovations, ça soulève des questions éthiques, médicales, sociétales auxquelles il faudra répondre avant d'envisager son utilisation chez l'humain. Merci beaucoup Lily pour votre chronique. Tout de suite, on va enchaîner avec un autre sujet d'innovation, vous allez le voir, bouleversant, qui concerne le cœur, c'est la boîte qui innove. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Arnaud Mascarel, qui est CEO et cofondateur de Fine Art, une start-up en medtech, en technologie médicale, qui est basée en France, à Pessac, à côté de Bordeaux, et qui développe Flowmaker, qui est une mini-pompe implantée directement dans la cavité cardiaque pour aider le cœur à fonctionner correctement. Arnaud Mascarel, bonjour, merci d'être mon invité. Bonjour Olivier, merci beaucoup. Alors racontez-nous, ce que c'est que cette mini-pompe cardiaque, comment est-ce qu'elle fonctionne et pourquoi est-ce que c'est innovant ? Alors, cette mini-pompe cardiaque, en fait, elle est très innovante parce que pour la première fois au monde, on va implanter directement une petite assistance dans le cœur qui va être capable de savoir quand le cœur se contracte et qui va aider, accélérer le flux cardiaque pour les patients qui sont en insuffisance, de telle façon que le patient va retrouver un débit cardiaque normalisé. Ça, c'est très innovant parce qu'aujourd'hui, et depuis une quarantaine d'années, ce qui existe pour ces patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque avancée, ce sont des dispositifs qui ont vocation à remplacer le cœur. On n'est pas là pour l'aider, on est là plutôt pour le bypasser, le court-circuiter, ou voire le remplacer si on prend des cœurs artificiels. Mais tout le postulat de la société Fine Art, c'est de dire, lorsque le patient est insuffisant, que son cœur n'arrive pas à pousser suffisamment fort, il y a encore quand même de l'énergie, il y a encore quand même des choses à faire en travaillant en synergie et de concert avec le cœur. Si on arrive à avoir une petite turbine comme ça qui accélère le flux de façon synergique et synchronisée, on va pouvoir garder le cœur, d'une certaine façon le rééduquer, mais non pas le remplacer. C'est-à-dire que normalement, pour expliquer schématiquement, très sommairement, pardon pour ça, le cœur, il reçoit du sang et ensuite il l'expulse vers les grandes artères pour irriguer tout l'organisme. Et donc, il se contracte, c'est un muscle qui se contracte. Et parfois, il peut être atteint d'une pathologie qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Ça veut dire qu'il a du mal à se contracter tout seul. Ouais. Et donc, le flux sanguin qu'il est capable d'expédier est insuffisant. Donc, on donne des médicaments en général. Et parfois, quand les insuffisances cardiaques sont fatale, trop importante, effectivement, on va proposer de remplacer le cœur. Donc vous ne travaillez pas sur la contractilité du muscle cardiaque, mais vous travaillez sur le flux sanguin en lui-même. C'est ça par une turbine. Est-ce qu'on peut comparer ça avec un barrage électrique, par exemple, ou à des choses qui existent comme des turbines de bateau Alors, l'analogie de la turbine de bateau peut être assez bonne, même si l'objectif est vraiment d'accélérer le flux cardiaque. Effectivement, l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie chronique dégénérative qui est très bien pris en charge par les médicaments au début de la maladie. Malheureusement, la maladie va continuer à dégénérer et lorsque les médicaments ne sont plus suffisants, on arrive dans ce qu'on appelle les stades avancés. Et là, il faut avoir recours à d'autres stratégies thérapeutiques. C'est là, en général, où les dispositifs médicaux interviennent. Moi, je viens du monde, et l'ensemble des fondateurs, on vient du monde plutôt du pacemaker. Donc, on est là pour améliorer le cœur, mais par l'envoi d'une impulsion électrique qui va être synchronisée, qui va essayer de réharmoniser la contraction cardiaque. Pour les patients dont l'origine de la maladie n'est pas électrique, mais vraiment le muscle, vous l'avez dit, le muscle, l'insuffisance cardiaque, c'est qu'à chaque battement, normalement un cœur comme vous et moi, j'espère, à chaque fois qu'il se contracte, il va éjecter 60-70% du sang qu'il contient. Un insuffisant cardiaque avancé, à chaque contraction, il n'y a que 30% maximum qui va être éjecté. La majorité du sang reste dans le cœur. Et donc, il faut bien trouver un moyen pour forcer l'éjection, accélérer
Et donc tout l'objectif, c'est de dire, quand le cœur se contracte, si on est capable de le savoir, on met un petit coup de booster, on a un peu le vélo électrique du cœur, nous, le cœur se contracte, on met un petit coup de booster à bon escient lorsque la valve de l'aorte s'ouvre et on va accélérer la vélocité du flux, ce qui fait qu'à chaque battement, il y a plus de flux qui va sortir. Et donc on va réoxygéner l'organisme et du coup on va permettre au cœur, d'une certaine façon, de se rééduquer parce que le travail qui va décharger le cœur par l'intérieur va permettre aux muscles de mieux se contracter. Donc non, effectivement, on ne joue pas sur la contraction comme un pacemaker, mais par l'intérieur, le fait de réduire sa résistance, le cœur se contracte de façon plus aisée et on sait, ça c'est ce qu'on a connu sur le monde du pacemaker, qu'en aidant le cœur à se contracter, finalement, on va d'une certaine façon le rééduquer. Le cœur, c'est un muscle rouge, comme votre biceps. Si vous avez une entorse, à un moment donné, vous allez faire de la rééducation avec un kiné. C'est pareil, si vous aidez le cœur plutôt que de le remplacer, le muscle cardiaque va pouvoir un petit peu se retrouver une certaine élasticité, une certaine compliance, se remodeler d'une certaine façon et donc participer à l'éjection. Donc au-delà même de réduire les symptômes immédiats de l'insuffisance cardiaque, on peut aussi moins fatiguer le cœur et donc ralentir la progression de la maladie. Ouais. À quoi elle ressemble cette petite turbine? Quelle taille elle fait? Alors, comment vous la mettez dans le cœur d'ailleurs? Où est-ce qu'elle est fixée? Comment ça fonctionne? Alors la turbine, ça fait à peu près la taille de mon doigt. Ouais. Je pense qu'il y a des photos qui doivent passer derrière moi. Et tout l'enjeu, si on veut vraiment apporter une solution au plus grand nombre de cette maladie, c'est d'avoir une solution qui s'implante de façon la moins invasive possible. Donc on a développé tout un système de delivery, on appelle ça le delivery system, qui permet d'implanter à cœur battant. Donc on n'ouvre pas le sternum, contrairement aux autres dispositifs. On passe entre les côtes et on a développé pour les chirurgiens un système qui permet de faire un petit carottage du muscle cardiaque et hop, d'y mettre la turbine dedans. Et donc ça, c'est des systèmes très innovants. Ça fait une dizaine d'années qu'on travaille là-dessus. Et je dirais l'autre innovation de notre dispositif, c'est aussi la capacité à alimenter cette petite turbine de façon autonome. Oui, j'allais vous poser la question, parce que ça nécessite de l'énergie. Exactement. Aujourd'hui, les dispositifs qui visent à remplacer le cœur sont des dispositifs qui ont un câble qui sort du ventre du patient, qui est branché à des batteries, qui, on imagine bien en termes de qualité de vie, sont forcément plus handicapants pour un patient qui a toujours un câble qui sort. Il ne peut pas prendre de douche, il ne peut pas avoir d'activité tout à fait autonome. Tout l'enjeu, c'est d'essayer d'avoir un dispositif qui soit totalement implantable. Et donc l'innovation de Feinart, au-delà de cette petite turbine, ça a été de développer un système de transfert d'énergie par induction, où on arrive à alimenter, à recharger une batterie qui est implantée au niveau abdominal, sans avoir besoin de... Par quelque chose extérieur qu'on colle à la poitrine, par exemple, et qui recharge la batterie, c'est ça? Exactement, comme vous rechargez un téléphone portable. Donc, une fois qu'on l'a mis, on n'a plus besoin d'y toucher, il peut rester combien de temps Là, aujourd'hui, on va donner une autonomie aux patients d'une demi-journée, pendant laquelle ils peuvent avoir toutes ces occupations, et après, il va se recharger en mettant cette petite antenne à travers la peau. Donc, on va transférer l'énergie par induction, qui va recharger la batterie, et qui va donc permettre de continuer à alimenter le dispositif. Et pendant combien de temps il peut garder cette turbine? La turbine, l'objectif, c'est de la garder pendant plusieurs années. On n'est pas obligé de la changer régulièrement. Non. Et comment est-ce qu'elle est fixée à l'intérieur du ventricule cardiaque? Comment elle fait pour ne pas bouger ou pour ne pas se coller à la horte, par exemple? En fait, on a donc développé un système qui permet de venir fixer la pompe à la pointe du cœur, à l'apex, à la pointe du cœur. Et généralement, ce qui se crée lorsqu'on finalement on crée on va dire un problème cicatriciel au niveau d'un muscle, il va se créer ce qu'on appelle une nodothélisation. C'est-à-dire que le tissu va venir coloniser le système de fixation et finalement renforcer la façon dont est maintenue la pompe à l'intérieur. Donc tout va s'endothéliser. Donc c'est comme si finalement le dispositif de support faisait partie du muscle cardiaque, ce qui permet de pouvoir très facilement mettre la pompe, l'enlever. On a un système de loquet qui permet de se déconnecter de ce système de fixation, de remplacer la pompe s'il y a besoin de remplacer la pompe. Et finalement, tout a pris corps avec le muscle cardiaque natif. Alors je sais que vous êtes soutenu, je crois, par France 2030, par les programmes d'investissement de l'Union européenne, par des groupes français. On a déjà eu l'occasion de parler de Doliam, par exemple, qui est un de vos actionnaires. Comment est-ce que vous développez ce produit? Vous en êtes où là? Il n'y a pas eu d'implantation chez l'homme encore On a déjà fait des implantations chez l'homme. Des premières implantations chez l'homme. On a commencé l'année dernière, donc ce qu'on appelle les First in Human en anglicisme. Donc ce sont ce qu'on appelle des essais de faisabilité. Donc avant d'aller faire des essais cliniques avisés sur le marché, surtout sur des thérapies disruptives comme la nôtre, il faut déjà passer des étapes de faisabilité, notamment la chirurgie. Je vous parlais d'une chirurgie à cœur battant. C'est une chirurgie très innovante. Il a fallu déjà faire 1 ou 2 patients pour bien maturer... Former le chirurgien. Voilà, former le chirurgien, bien maturer le système de delivery et ce système de fixation, bien s'assurer que tout fonctionne comme on l'avait anticipé dans des essais précliniques.
Et ensuite, progressivement, on continue ces essais de faisabilité. Donc là, ça fait à peu près 1 an qu'on a commencé. Ces essais de faisabilité vont se prolonger jusqu'au milieu de l'année prochaine. Et à partir de là, on va pouvoir rentrer dans des phases de cliniques à visée de mise sur le marché. En parallèle, on industrialise le produit. Donc tout se fait en parallèle et le but, c'est de tout synchroniser parce qu'effectivement, on est une société, prêt au bon moment. Voilà, on est une société très innovante, mais qui est financée par des investisseurs. Vous avez cité le groupe Doliam, il y en a d'autres. On a des partenaires industriels, on a des investisseurs institutionnels. On a aussi beaucoup de médecins qui ont investi dans la société à titre personnel parce qu'ils sont convaincus, des cardiologues, qui sont convaincus que notre approche est la bonne. Et donc tout ça fait qu'il faut effectivement faire les choses en parallèle pour faire en sorte que ça dure le moins longtemps possible en termes d'investissement et pouvoir enfin arriver sur le marché. Et on a une très grande école française des technologies de santé dans le domaine du cœur. Il y avait le cœur artificiel de Carmat. Exactement. Il y a beaucoup d'autres initiatives. C'est une très belle école française, que celle de l'innovation dans le domaine de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque. Je vous souhaite vraiment tout le succès. Je rappelle quand même que l'insuffisance cardiaque dans les pays occidentaux, c'est la 2e cause de décès. Ouais. Ce sont des causes de décès qui sont donc potentiellement évitables grâce à l'innovation. Juste pour terminer, quand est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un patient français dispose de cette turbine de Feinert pour insuffisance cardiaque? Alors, des patients français vont en disposer rapidement parce qu'on a eu les autorisations pour faire des essais en France, mais ça sera dans le cadre effectivement de ces essais cliniques. Sinon, la mise sur le marché du dispositif, ça sera d'ici la fin de la décade. Donc, on espère pouvoir obtenir les autorisations d'ici 2030. Arnaud Mascarel, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau ce matin. Tout le succès, plaisir. La cause est belle, on vous souhaite de réussir, bien évidemment. On va passer du cœur à un autre organe, le rein. Et oui, un organe tout aussi fondamental, et c'est l'œil de l'expert. Je me connecte tout de suite avec le professeur Jean-Christophe Bernard, qui est professeur urologue au CHU de Bordeaux et qui a réalisé il y a quelques mois une première mondiale de chirurgie d'un cancer du rein en réalité augmentée. Professeur, bonjour, merci d'être notre invité pour cette édition de TechCare. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette première mondiale que vous avez réalisée à Bordeaux? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très heureux d'être avec vous. Donc c'était effectivement une chirurgie qui était retransmise en live, en direct, lors du congrès européen de robotique chirurgicale et qui consistait à enlever un rein, une volumineuse tumeur. Dans cette pathologie-là, quand les tumeurs grossissent, elles peuvent avoir tendance à envahir la veine rénale et puis envahir la veine cave et parfois remonter jusqu'au cœur. Et donc la chirurgie qu'on a réalisée lors de ce congrès-là consistait à enlever le rein, interrompre la circulation sanguine dans la veine cave, qui est le plus gros vaisseau veineux de l'organisme, qui ramène tout le sang de l'organisme vers le cœur, de façon à l'ouvrir et puis retirer la tumeur qui s'était propagée à l'intérieur du vaisseau. Et on a fait cette chirurgie. La particularité, c'est qu'on l'a faite en chirurgie robotique, d'une part, ce qui est quelque chose qui n'est pas commun pour ces chirurgies-là. Et d'autre part, on l'a faite aussi en s'appuyant sur la technologie de réalité augmentée, qui est une technique qu'on met au point avec nos partenaires, en particulier Surgar, qui est une start-up française clermontoise, et qu'on met au point dans le cadre d'un grand programme de recherche et de développement et d'innovation qui s'appelle Digital Urologie 3D, qui a été labellisé au titre des RHU par France 2030. Alors, vous avez dit beaucoup de choses. D'abord, la chirurgie robotisée, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui, bien sûr. Donc, la chirurgie robotique, c'est quand on utilise un télémanipulateur, c'est-à-dire un intermédiaire, une machine intermédiaire entre le chirurgien et son patient pour manipuler les instruments et manipuler la caméra. Donc, en soi, c'est de la chirurgie cœlioscopique, donc chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une grande incision pour accéder à l'organe qu'on doit opérer, on va faire des petits trous avec des trocars. Et par ces trocars, on va rentrer dans l'abdomen du patient des instruments et une caméra. Et donc, le robot, qui est un télémanipulateur, va nous permettre de manipuler ces instruments et la caméra de façon indirecte. Donc c'est quelque chose qui permet d'améliorer la précision de la chirurgie, d'améliorer la vision qu'on a des choses aussi à l'intérieur de l'organisme du patient, et qui nous permet aujourd'hui de faire des chirurgies complexes
qui jusqu'ici étaient faites par voie ouverte, de pouvoir les réaliser en mini-invasif, c'est-à-dire juste par l'intermédiaire de ces petits trous. Alors, deuxième notion que vous avez abordée, c'est celle de la réalité augmentée, et c'était ça aussi la grande nouveauté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça change pour un chirurgien d'opérer avec de la réalité augmentée, concrètement ? Oui, alors la réalité augmentée, c'est quand on superpose quelque chose d'abstrait, de numérique, et en particulier là, le jumeau numérique du patient, c'est-à-dire une modélisation 3D de l'anatomie du patient, et qu'on va la superposer sur la vue péropératoire, c'est-à-dire ce que nous montre la caméra quand nous, on est en train d'opérer. Donc ça, c'est de la réalité augmentée, qui est différent de la réalité virtuelle quand vous avez le jumeau numérique qui n'est pas superposé à la réalité de terrain et donc à la vue c'est ça, vous avez les deux vues, vous avez la vue de l'organe, de l'abdomen de votre patient que vous êtes en train d'opérer, et se superpose, donc vous avez des lunettes qui permettent, c'est projeté ou c'est sur des lunettes spéciales que vous voyez tout ça ? Alors, c'est pas par l'intermédiaire des lunettes, c'est là c'est sur l'écran. Voilà, exactement. C'est sur l'écran du robot chirurgical. Alors, quand nous, on opère avec le robot, en fait, les téléspectateurs pourront voir ça. On est assis dans une console et on a la tête dans une binoculaire. Et en fait, donc, le propre de la technologie là, qu'on développe, c'est justement la capacité à pouvoir visualiser directement dans le robot chirurgical la superposition du jumeau numérique du patient sur la vue péropératoire, donc sur la vue acquise par la caméra. Donc on n'utilise pas de lunettes en plus, mais ça demande à pouvoir faire parler entre elles et pouvoir concilier deux technologies qui sont complémentaires. La technologie robotique, d'une part, et la technologie de réalité augmentée, le logiciel K-Surgar qu'on développe, et qui doivent donc pouvoir se parler et être interconnectés de façon à nous apporter cette vision augmentée pendant la chirurgie. C'est très impressionnant. Le patient est à côté de vous, là, ou vous auriez pu aussi l'opérer à distance, comme on a vu certaines chirurgies qui peuvent se faire d'un coin à l'autre de l'océan, par exemple ? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la téléchirurgie. Ça, c'est le propre, d'une part, de la chirurgie robotique et d'autre part, des progrès qui ont été réalisés en matière de télécommunication, qui aujourd'hui nous permettent effectivement, par exemple, d'avoir, comme je vous le disais, la console, donc là où s'assoit le chirurgien et là où il va manipuler donc les instruments du robot, de les avoir à un endroit sur le globe et d'avoir le robot lui-même et le patient ailleurs sur la planète, avec des connexions bien évidemment qui sont dédiées, qui peuvent utiliser soit la fibre, soit la 5G aujourd'hui, et qui vont permettre effectivement de pouvoir faire ces chirurgies-là à distance. Alors, ça veut dire que tout ça fait appel évidemment à de l'intelligence artificielle, à de la réalité augmentée, on l'a vu avec de la robotique, parfois même y compris à distance. Comment est-ce qu'ils réagissent, vos patients, quand vous leur proposez ce type d'opération ? Est-ce qu'ils sont confiants ? Est-ce qu'il y en a qui sont très hésitants, voire certains qui refusent en se disant en fait on préfère la chirurgie à l'ancienne, entre guillemets ? Comment ça se passe ? Non, alors d'une façon générale, les patients ils sont très friands, je dirais, des progrès que à la fois la technologie, mais aussi les progrès de la médecine et de la chirurgie peuvent leur apporter. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces progrès technologiques, ils se retranscrivent pour le patient en une amélioration des résultats de nos chirurgies. C'est-à-dire une diminution, par exemple, des complications péropératoires, une diminution des complications post-opératoires, diminution des douleurs, une réduction des durées de séjour. Donc c'est toujours, si vous voulez, des choses qui au final, qui se répercutent sur le vécu par le patient de son intervention chirurgicale et de tout ce qui l'entoure. Et la plupart du temps, dans la totalité, la majorité des fois, on introduit ces technologies par le biais de programmes de recherche et d'innovation. Nous, c'est ce qu'on fait sur Bordeaux. On a un vaste programme de recherche et d'innovation sur le cancer du rein qui s'appelle iCare Bordeaux. Et c'est dans le cadre de ce programme de recherche et d'innovation, avec le consentement de patients, qu'on développe ces technologies.
Et la France est plutôt bien placée, plutôt bien positionnée. On le voit d'ailleurs régulièrement dans TechCare avec beaucoup d'innovations françaises, cocorico, et des médecins et des chirurgiens qui sont assez friands de ces innovations technologiques. Alors, est-ce que vous pensez que ce type d'opération doit aussi permettre de l'apprentissage par simulation pour les jeunes chirurgiens, pour les futurs chirurgiens? On sait qu'aux États-Unis, ça fait 15 ans que certaines spécialités chirurgicales passent par une validation des compétences sur simulateur avant de pouvoir opérer en autonomie un malade. En France, on n'en est pas là. Est-ce que vous pensez que c'est un mouvement qui va arriver? Est-ce que vous le souhaitez d'ailleurs? Alors bien sûr, oui. Donc ça fait partie d'ailleurs d'un de nos axes de recherche et développement. Je vous ai cité le label RHU qu'on avait eu justement autour de ces technologies 3D. Donc on a été lauréat en 2021, fin d'année 2021, d'un projet France 2030 qui s'appelle Digital Urology 3D, dans lequel on développe donc ces nouvelles technologies de réalité virtuelle, de réalité augmentée, dans lequel on les évalue aussi, c'est-à-dire on a pour objectif d'évaluer leur intérêt, comme vous le disiez, en termes de retombées directes pour le patient. Et dans le cadre de ce programme-là, on a un axe qui est complètement dédié à la simulation chirurgicale, qui utilise à la fois des notions, de l'intelligence artificielle, mais qui utilise aussi, et c'est ça le caractère innovant, la technologie d'impression 3D. Et donc, on a pour objectif, dans cet axe du programme Digital Urology 3D, de développer des modèles biomimétiques réalisés par impression 3D, issus de l'imagerie du patient, et qui vont permettre aux jeunes générations de chirurgiens de s'entraîner à l'avance aux interventions chirurgicales. Et c'est aussi, il y a une dimension éthique à ce projet-là, à ces modèles-là, parce que ça va nous permettre de ne pas utiliser l'animal. Oui, on comprend bien. Un tout dernier mot, parce qu'on va devoir se quitter hélas, mais je brûle de vous poser la question. Quand on opère comme ça en direct, à distance, devant tous les collègues, devant tous les confrères réunis en congrès, on a la pression ou pas? Il y a toujours une petite pression, effectivement. Toujours. Même pour un professeur d'urologie. Je vous embête pas plus. Merci beaucoup et félicitations pour cette première mondiale, pour tout ce que vous faites pour faire progresser la médecine. On en a terminé avec cette édition de TechCare sur la chaîne Mieux. Vous l'avez vu encore aujourd'hui, des innovations bouleversantes pour prolonger la vie des nourrissons, prolonger la vie des cœurs, prolonger la manière dont les chirurgiens peuvent voir les patients, les tumeurs et opérer. C'est ça aussi l'innovation qu'on aime et qu'on aime vous montrer dans Mieux. Je vous dis à très vite pour une prochaine édition de TechCare. Prenez soin de vous.